Plus le sujet est grave, plus l'enjeu est puissant, plus les tabous sont forts, et mieux il faut avoir recours à l'humour pour les aborder. Exhumation. Quand on repose en paix depuis 25 ans, qu'est-ce qui peut obliger votre conscience à revenir sur Terre, près de vos proches, devant votre tombe? Une exhumation pour recherche de paternité. La chose la plus poignante, la plus remuante qui puisse arriver à vos proches, à vous-même, qui retrouvez tout à coup ce contact avec ceux qui ont grandi, vieilli, vécu sans vous, et puis la jeune fille qui espère désespérément que vous êtes son père biologique. Outre-tombe. Le roman commence sur la tombe de Jacques Lormeau, avec Jacques Lormeau derrière sa veuve, derrière son fils, derrière son ancienne maîtresse, et le personnel de sa quincaillerie, et puis la famille ennemie qui a demandé son exhumation pour une recherche de paternité. Alors quand on se retrouve une conscience désincarnée qui quitte les coulisses de l'au-delà pour revenir dans les vibrations terrestres, eh bien petit à petit on retrouve la mémoire, on met des noms sur les visages, on ressent les vibrations de ceux qui vous ont aimé, de ceux qui vous détestent encore, de ceux qui espèrent quelque chose de vous, et puis on va retrouver petit à petit cette mémoire de l'au-delà aussi, dont on s'est trouvé détaché pour se réaccorder aux vibrations terrestres. L'ici-bas, le là-haut vont s'entremêler, mais sans donner du tout de super pouvoir à cette créature d'outre-tombe qui revient en excursion forcée sur les lieux de sa vie. Mensonge. Pourquoi va-t-on déterrer Jacques Lormeau pour lui prendre son ADN et le comparer avec celui de la jeune étudiante Morgane? Parce que la mère de Morgane lui a dit « Ton vrai père n'est pas celui qu'on vient d'arrêter à la une du journal, cet anesthésiste dont on a découvert qu'il était un terrible pédocriminel qui avait violé une trentaine de fillettes en sortie de bloc opératoire. » On imagine les ravages évidemment que cette nouvelle opère dans le cerveau et le cœur de sa fille. Sauf que sa mère lui dit « Non, ton vrai père, c'était mon copain d'enfance, Jacques Lormeau, le gentil quincaillier qui est mort il y a 25 ans et qui m'a consolé un soir. Tu n'es pas une enfant de l'amour, c'est mieux, tu es une enfant de l'amitié. » Elle lui dit ça et elle va se jeter sous le TGV de 19h13. D'une part parce qu'elle ne peut pas survivre à l'idée d'avoir ignoré qui était ce monstre à ses côtés pendant tant d'années. Et puis elle sent qu'elle ne peut pas tenir longtemps ce mensonge, car c'est un mensonge d'amour, un mensonge thérapeutique. Et ce mensonge aurait pu sauver Morgane au bénéfice du doute, sauf que le fait de déterrer, de comparer l'ADN, comme Jacques sait très bien qu'il n'a jamais eu de relation sexuelle avec son ami d'enfance, donc ça va être terrible pour sa fille, sauf que ce mensonge de départ va être relayé par un autre mensonge, par plusieurs autres mensonges, pour le rendre vrai. Et c'est le fils de Jacques, Lucien, qui est tellement ému par la détresse de cette jeune fille et par son espoir. Comme lui, c'est un grand hacker, c'est un grand spécialiste donc aussi de la sécurité informatique et qui fait ce qu'il veut à partir de son écran. Il va détourner le mail qu'envoie le labo au juge des affaires familiales et modifier le rapport d'expertise de manière à se créer une demi-sœur. Un mensonge d'amour qui va faire beaucoup de bien et causer beaucoup de ravages. Humour. Plus le sujet est grave, plus l'enjeu est puissant, plus les tabous sont forts, et mieux il faut avoir recours à l'humour pour les aborder.
parce que l'humour pour moi est l'outil d'exploration des cœurs et des problèmes le plus puissant, le plus efficace par la connivence qu'il crée avec les lectrices et les lecteurs, par le décalage qu'il opère et par le fait que, voilà, regarder la mort en face, on ne peut le faire qu'avec un décalage qui rend supportable l'idée et qui ouvre de nouvelles fenêtres. Et puis l'humour est, chez moi, toujours été une respiration, comme un arbre absorbe le gaz carbonique et rejette de l'oxygène, essayer de rendre la vie et la mort plus supportables, plus respirables. Et puis l'humour perturbant, celui que j'aime, c'est-à-dire celui qui à la fois donne du plaisir, du recul, des vitamines, et en même temps une remise en question des valeurs traditionnelles, des comportements, des enjeux, et qui réussit à transformer les mensonges thérapeutiques en vérité plus vivables et plus éclairantes, et à agir comme des révélateurs. Écriture. Qui parle ? Est-ce que c'est le personnage qui parle à son auteur, ou est-ce que c'est l'inconscient de l'auteur qui se sert du personnage pour faire entendre sa voix intérieure ? C'est une question qu'on va vraiment creuser de l'intérieur avec la vie absolue, puisque Jacques, non seulement est ballotté, son esprit est ballotté dans le cœur de tous ceux qui pensent à lui, par amour, par espoir, par manipulation, par vengeance, et il n'a pas du tout le contrôle de ces déplacements d'un personnage à l'autre. Et puis il y a quelqu'un qui l'attire encore plus que ses proches. Eh bien, c'est Guillaume, un ancien gendarme qui avait découvert son corps 25 ans plus tôt, qui avait mené l'enquête sur lui, enquête très courte, mort naturelle, mais ce jeune gendarme, c'était son premier cadavre, il avait vomi dessus, alors il se sentait un peu responsable, et puis il avait découvert derrière la fausse insignifiance de ce petit provincial, quincaillier, glandeur, mais peintre amateur du dimanche, vivant à moitié dans sa caravane avec ses œuvres et son rêve impossible. Et il avait écrit, ça lui inspirait un roman, et ce roman avait très bien marché, avait transformé ce gendarme en vedette de la scène littéraire, mais le roman d'après n'avait pas marché, le troisième avait été refusé par son éditrice, et là tout à coup, son grand sujet, Jacques, revient d'actualité avec cette exhumation, avec ce scandale du faux père de Morgane, et donc Jacques se retrouve entraîné dans les pages que ce romancier écrit sur lui, alors que lui, il a vraiment autre chose à faire, mais il est captif. Et puis, il se demande qui parle lorsque l'inspiration du romancier essaie de le faire parler de l'au-delà. Ça se passe comment de l'autre côté ? Eh bien, Jacques ne sait plus si c'est de l'écriture automatique à laquelle se livre son romancier, ou si c'est l'imaginaire du romancier qui se communique à lui-même. Et ça, c'est des choses qui m'arrivent, moi, en tant que romancier. Par moments, je me dis, qui parle là ? Est-ce que c'est vraiment moi ? Est-ce que c'est mes personnalités cachées, les tréfonds de mon inconscient ? Ou est-ce qu'il y a un renfort extérieur, une petite âme en vadrouille qui vient s'exprimer à travers moi ?